On a osé repenser notre territoire en fait, revenir à un écosystème durable, un écosystème dont on prend soin, un écosystème qui nous permet d'être ensemble, en s'inspirant de peuples qui ont toujours cette pratique, avec pour principale dynamique, comme pour tout territoire, l'agriculture en fait, parce qu'un territoire, c'est bien souvent 80% en fait des agriculteurs qui l'occupent. Du coup, ouais, par un axe agricole, ça nous a permis tout ça en fait. Le GAEC de Manlahuc, c'est une des plus vieilles fermes de la Drôme aujourd'hui. En termes de GAEC, ça a été créé dans les années 80. Voilà, et donc il a une grande histoire, on va dire. Ça a été un grand élevage de brebis. Donc ça a commencé par une petite initiative des anciens 68ards qui avaient envie de revenir à la montagne, qui ont commencé avec un petit troupeau. Et puis petit à petit, les fermes se sont arrêtées autour. Ils ont récupéré pas mal de surface. Aujourd'hui, ça fait quand même un peu plus de 1100 hectares. Donc c'est à échelle de bassin versant quasiment. Et il y a eu un gros virage en 2012. Avec un nouveau projet qui s'est lancé. Il y a eu une reprise en fait auprès des anciennes associées de cette ferme. Et du coup, avec une association qui est arrivée qui s'appelle l'École pratique de la nature et des savoirs, qui travaille beaucoup avec les Kogi en Colombie, où en gros l'idée était de travailler un petit peu un modèle agricole où on retourne plus à travailler avec le vivant, on retrouve un peu une cohérence. Donc en fait on a travaillé à un modèle en collectif et puis surtout une grosse diversification, sortir de cette monoculture de brebis pour retourner un petit peu au modèle qu'on pouvait trouver chez nos grands-parents où il y avait quelques brebis, un âne, quelques poules, un cochon, etc. et où en fait il y avait quand même moins de déséquilibre, moins de problèmes de parasitisme, etc. Donc aujourd'hui on est une ferme où il y a 350 brebis, une quarantaine de vaches, une quinzaine de chevaux, une quarantaine de chèvres pour le fromage, et puis des abeilles, de la production de jus, enfin voilà, tout un ensemble d'ateliers. On a même un atelier spectacle aujourd'hui sur la ferme, voilà, pour le côté culturel et puis diffuser un petit peu ce qu'on expérimente ici. Et l'idée de ce projet, voilà, était vraiment d'expérimenter d'autres façons de faire et de pouvoir en témoigner auprès des autres agriculteurs et auprès aussi forcément des consommateurs aussi, des produits, et de tous les habitants du territoire, de qu'est-ce qui pouvait marcher ou pas, et de comment on pouvait essayer de trouver un modèle qui corresponde à tout le monde. Nous, on a un gros axe autour de ce qu'on appelle les paysages régénératifs. Donc, comment est-ce qu'on repense un petit peu nos écosystèmes pour s'adapter au dérèglement climatique? En agricole, on disait drainage, irrigation, il faut évacuer l'eau. Et donc, forcément, 50 ans plus tard, on a des paysages qui sont complètement secs. Nous, voilà, on travaille complètement à l'inverse pour essayer au contraire de ralentir l'eau, de la réinfiltrer, de la réenvoyer dans les nappes. Donc on multiplie les usages. Il y a des endroits où on se sert aujourd'hui 4 ou 5 fois de l'eau, là où avant elle servait qu'une seule fois. Et donc ça en fait on le fait systématiquement en invitant les gens du territoire, parce que c'est aussi chez eux, c'est aussi leurs écosystèmes, c'est là où ils vont se promener. Et en fait de redonner la possibilité aux habitants de prendre soin de leurs écosystèmes, c'est une chance, parce que bien souvent en fait c'est aux agriculteurs, et puis même s'ils aimeraient bien faire des choses, ils n'ont pas la liberté de pouvoir. Après du coup on est couplé à une association, c'est ce dont je parlais, où là en fait il y a différents ateliers dans cette association. Il y a une école primaire par la nature qui s'appelle Caminando, il y a une société de conseil aux entreprises, il y a un site de formation pour le grand public qui s'appelle La Comtesse, où on a toute une équipe de veilleurs qui prennent soin du lieu, des gens qui sont passés en stage, qui sont tombés amoureux du lieu et qui ont envie d'en prendre soin et de contribuer aussi. Donc voilà, on essaye de travailler à tout ça et de leur expliquer et de les inviter à participer en fait. Ça fait 13 ans que ça fonctionne, voilà, qu'il n'y a pas eu spécialement de tension entre nous, tout le monde est épanoui. On est passé de 3 associés à 6 associés, on a 2 salariés quasiment, et puis pas mal de gens qui passent en woofing, en stage, etc. On se sent tous à notre place. Nous on a créé un modèle où l'idée était vraiment que chacun soit dans sa passion. Donc on a un référent par atelier,
qui est en fait le passionné de l'atelier. On a un passionné de brebis qui s'occupe des brebis, un passionné sur le fromage de chèvre, une passionnée d'ailleurs sur le fromage de chèvre qui elle va faire le fromage, etc. Et en fait chacun doit être dans ce qu'il a envie de faire, parce que sinon pareil c'est pas quelque chose de durable. Et puis surtout ce qui nous paraissait hyper important, c'était la co-responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait on est copropriétaire, donc en fait c'est pas je m'en fiche ou des choses comme ça, et puis surtout on est co-gestionnaire, co-responsable d'un écosystème, et donc en fait on doit tous en prendre soin, et tout ce qui se passe va impacter tout le monde. Voilà. Et puis sur le modèle diversification, c'est un petit peu le travail sur la complémentarité des élevages, ce modèle où en fait par exemple, les maladies sont très peu interspécifiques. Donc, quand on passe des vaches après des brebis, elles vont manger les larves de parasites. Elles vont manger un type de végétation aussi différente. Donc, en fait, l'écosystème va moins en pâtir que si des animaux mangent pendant 30 ans la même chose. Ils vont laisser grainer les plantes qu'ils n'aiment pas. Puis, petit à petit, le milieu est de moins en moins intéressant pour le type d'élevage qu'on a. Donc, nous, de faire tourner les troupeaux sur nos pâturages fait qu'en fait, on a des milieux bien plus équilibrés, bien plus riches pour tous nos animaux, un parasitisme qui est de moins en moins important pour tous nos animaux, donc moins de traitements sanitaires à faire derrière. Sur le côté écosystème, donc quand on voit des nouvelles espèces apparaître, une biodiversité qui en fait s'aggrade au fil du temps, là où souvent on nous dit qu'elle est en train de se dégrader un petit peu partout, c'est pour nous aussi évidemment une belle réussite. Et puis donc c'est aussi le côté donc sensibilisé, on a énormément de gens qui viennent, qui visitent la ferme, voilà. Et donc ce projet ici, donc on est une dizaine, c'est ce que je disais, mais il est couplé à un village aussi. Voilà, on est dans un village où aujourd'hui on est une quarantaine d'habitants. Il y en avait une douzaine en 2012 quand on est arrivé, donc c'est un village qui a aussi repris vie. Forcément, il y a une dynamique qui se crée, ça devient attractif. Nous, la ferme par exemple, quand on est arrivé, c'était 100% de la production qui partait en coopérative et donc dans les grands supermarchés. Aujourd'hui, on est à 100% de vente directe et 80% de notre production quasiment est consommée par les habitants des 2 ou 3 villages qui sont environnants. Toujours plus de choses à développer, quoi. Pour moi, c'était plus que fondamental. C'est-à-dire que quand je suis venu ici, c'était clairement cette idée en fait de mettre en accord mes idées et mes pratiques. Justement, c'était un rêve que j'avais. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture. Alors, on nous apprend plein de choses, mais notamment beaucoup l'agriculture conventionnelle. Et en fait, c'est une pratique que j'avais pu expérimenter lors d'un voyage en Australie, où j'avais été dans une ferme permacole qui fonctionnait déjà depuis une bonne vingtaine d'années, et où en fait j'ai découvert un modèle différent qui n'existait pas du tout en France. C'était donc en 2010, ça, la permaculture, c'était encore un peu un ovni. Et voilà, je suis revenu avec ce rêve que voilà, c'est quelque chose qu'il fallait réussir à développer chez nous, parce que je suis profondément convaincu que pour que les gens osent le changement, pour qu'ils osent une transition, ils ont besoin d'inspiration, ils ont besoin de voir que ça marche, et notamment en agriculture. Et donc moi, c'était ça mon idée, vraiment à la base, d'essayer d'apporter ma petite pierre. Alors maintenant, en plus, j'ai un enfant, donc je suis encore plus profondément convaincu qu'il faut que je fasse quelque chose, que je peux pas juste être à profiter de la vie et à me dire bon c'est pas grave, de toute façon je peux rien y faire. J'aime bien cette histoire du colibri qui avait amené Pierre Rabhi. Voilà, que chacun puisse apporter sa petite pierre. Et en fait je vis mon rêve, donc aujourd'hui je suis complètement épanoui, et de voir que ça marche en plus, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant, quoi. Je me rappelle avoir été énormément, quand j'étais plus jeune, en fait, dans le militantisme, dans justement un petit peu la lutte contre les choses, voilà, à critiquer même jusque les agriculteurs, quoi, et notamment le labour, enfin tout un tas de pratiques où je me disais c'est à cause des agriculteurs qu'on va dans le mur, etc. Et je m'étais même dit que jamais je le deviendrais, voilà. Et en fait, cette expérience en Australie m'a aussi montré que, en fait, si on veut que les choses changent, il faut amener des solutions. On ne peut pas juste être dans la critique, il faut amener l'alternative, il faut amener les pistes qui éclairent, qui inspirent. Voilà, et du coup, il y a vraiment ce côté-là. Et puis pour moi, il y avait ce côté d'incarner
les choses qu'on peut exprimer. Et je me rappelle la personne à qui on a repris la ferme, qui s'appelait Thierry Geffray, disait ça va être installer l'association que d'installer cette ferme, parce que ça va nous permettre de vivre ensemble les choses et de pratiquer réellement un petit peu le blabla qu'on peut distribuer aux gens. Voilà, donc ça a été vraiment aussi un gros cap de changement et qui a fait que, bah oui, en effet, c'est hyper épanouissant au quotidien. Moi, ce qui me fait du bien, en tout cas, c'est qu'au fur et à mesure que je travaille sur le vivant et que je vis ce que j'avais envie, que j'incarne un petit peu et que je mets en adéquation mes pensées et mes actes, en étant très connecté au vivant, en fait je continue à en apprendre tous les jours. Je m'émerveille du vivant, d'observer ce qui se passe dans la nature et en fait de comprendre des choses grâce à ça qui m'inspirent pour aller plus loin en fait dans la démarche. La personne à qui j'ai repris justement cette ferme avec mes collègues, qui s'appelait Thierry Geffray, avait cette belle phrase que j'ai mis du temps à comprendre, mais il me disait: tu viens habiter un territoire, maintenant il te faudra 10 ans pour être habité par ce territoire. Et c'est quelque chose qui pour moi est vraiment important, cette compréhension que en effet on est spécifique à un contexte, et du coup ce qui se passe ici va pas être ce qui se passe ailleurs, et donc pour faire des choses qui sont cohérentes, en harmonie avec le milieu, qui sont vraiment efficaces, il va falloir faire ce que demande le territoire, ce qui est adapté à ce territoire. Et donc, souvent on a des belles intentions, on a des grandes théories, mais en fait si elles sont pas adaptées à chez nous, ça va pas fonctionner. Et donc le temps de comprendre ça, il faut le vivre. Et en fait on finit par être interpénétré par ce territoire et par en prendre soin si on a vraiment cette attention à ce qui s'y passe, quoi. Donc ça c'est une des choses qui m'étonne de plus en plus. Chaque jour j'arrive à encore comprendre et encore découvrir des choses et à me dire: ah ben mince, j'étais complètement dans l'erreur là-dessus. Après ce qui m'étonne aussi, qui là est peut-être un peu plus négatif, c'est toutes ces connaissances qu'on a, toutes ces expériences qui en fait montrent des choses, toutes ces observations aussi du dérèglement climatique, de plein de choses qui se passent, et puis les œillères que se mettent quand même pas mal de monde, les obstacles qu'on peut rencontrer dans la perception humaine pour essayer de faire évoluer les choses et d'avancer vers un autre chemin. Moi, il y a des choses où pourtant ça coule de source et où en fait je me dis mince, on est quand même dans une urgence, et en fait les gens mettent du temps à comprendre et veulent pas forcément l'accepter tant qu'on a ce confort. En fait, on n'a pas envie d'aller dans le changement. Et nous, on l'a vu, les périodes où on a le plus de gens qui viennent nous voir pour voir d'autres modèles, etc., c'est vraiment les moments où on est au pied du mur. Et ce qui m'étonne, c'est d'attendre vraiment qu'on soit au pied du mur, quoi. Ça fonctionne, après on a toujours plus d'envie. Enfin, ça doit dépendre aussi des profils et des personnes, mais en fait, il y a toujours des nouveaux sujets, c'est toujours de plus en plus vaste ce qu'il y a à développer. Nous, on a expérimenté sur notre lieu, mais on s'est vite rendu compte que si on était les seuls à faire ça ici, on a notre petit paradigme, mais ça va pas forcément changer les choses. Donc notre idée, comme je le disais, c'est d'essayer de montrer qu'il y a d'autres voies possibles. Donc on essaye forcément d'inviter des agriculteurs, d'inviter énormément de personnes à venir voir et à essayer aussi des choses chez eux, adaptées à leur contexte, encore une fois. Chez nous, ça va être plutôt l'élevage. Dès qu'on va descendre dans la vallée, là, on va arriver sur plutôt du maraîchage ou de la vigne autour de Die. Quand on descend encore un petit peu plus loin, là, on a des producteurs de semences. Quand on va encore un peu plus loin, on a de l'arboriculture. Voilà, et en fait, toutes ces filières sont liées. Elles ont tout un impact sur le vivant, elles ont tout un impact sur les cycles de l'eau. Et l'idée, c'est comment on travaille ensemble, parce que aujourd'hui, dans nos sociétés, on a énormément sectorialisé justement toutes les approches. On dit que l'eau, c'est en gestion de l'agence de l'eau ou du syndicat mixte de la rivière du coin. Les forêts, ça va être une gestion par l'ONF. Pourtant, c'est les forêts qui permettent d'infiltrer de l'eau et qui permettent qu'il y en ait dans la rivière en bas. L'agriculture, forcément, impacte énormément aussi tous ces cycles de l'eau. Donc en fait,
pourquoi est-ce qu'on travaillerait pas tous ensemble pour réfléchir aux choses et que c'est pas chacun son domaine, alors qu'en fait tout est énormément impactant les uns sur les autres, quoi. Donc là, nous, on a la chance d'avoir un gros projet de territoire qui s'appelle la Bio-Vallée, qui rassemble 3 communautés de communes, où en fait c'est ça, c'est beaucoup d'acteurs différents, donc entre les habitants, les associations, les entreprises, enfin il y a énormément d'acteurs qui se rassemblent, qui réfléchissent ensemble, et puis qui mettent en place des projets en commun pour aussi aller vers un territoire qui va justement vers quelque chose de durable, que ça soit humainement ou écologiquement, quoi. Et on est content de la dynamique qui se passe. Et en fait, on cherche toujours du monde, nous, en fait, que la dynamique, elle continue. Je parlais tout à l'heure du végétal, par exemple, en termes de production. Nous, on a beaucoup de choses en termes d'autonomie. Ce qui nous reste, par exemple, aujourd'hui, c'est les légumes. Ce qui peut nous rester aussi demain, c'est on a lancé une petite activité de pépinière, notamment sur les collections d'arbres qu'on a développées pour s'adapter au dérèglement climatique. On a une collection pour les pollinisateurs, une collection pour stimuler les milieux castors, une collection pour stimuler tout ce qui est fixer l'eau atmosphérique et tout ce qui est stimulation des mycorhizes pour justement les cycles de l'eau. Voilà, on aimerait développer ça à une plus grande échelle, de façon à ce que quand on montre à d'autres personnes qu'est-ce qu'on peut réaliser, comment c'est assez simple en fait techniquement de réaliser, qu'on puisse aussi fournir les arbres qui vont avec et qui sont adaptés pour le faire. Donc en fait on aurait toujours des gens qui peuvent rejoindre l'aventure et qui peuvent en fait participer à ce qu'on puisse aller plus loin. C'est souvent ça en fait, plus on va être nombreux, plus on va pouvoir aller loin. On dit souvent seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ben voilà. Ouais, pour aller plus loin dans la démarche, il faut d'autres rêveurs, il faut d'autres gens qui y croient et qui ont envie de s'impliquer d'une façon ou d'une autre en énergie humaine, en énergie financière, voilà, dans les projets pour que ça puisse aller plus loin, quoi.